Oui, merci beaucoup de ces introductions. Mais aussi, c'est aussi un plaisir et un honneur pour moi d'être ici pour prendre la parole devant vous. Aujourd'hui, je vais examiner la question suivante. Quand on prend ses décisions sur la politique monétaire, la Banque centrale doit-elle tenir compte de la stabilité du système financier? Et si oui, comment? C'est une question à laquelle la Banque du Canada est confrontée. Le sujet n'est pas nouveau, mais il paraît maintenant plus urgent que jamais de trouver la bonne réponse. La crise financière mondiale qui a débuté il y a 8 ans a fait des ravages énormes, à la fois sur le plan économique et surtout humain. On comprend donc pourquoi favoriser la stabilité financière et prévenir de nouvelles crises est si important aux yeux des dirigeants mondiaux. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à un vaste programme de réforme du système financier mondial. Mais en réfléchissant aux moyens de prévenir les crises financières, il est naturel qu'on se penche aussi sur la politique monétaire. Après tout, quand la Banque centrale influence le coût de financement en modifiant son taux directeur, ces interventions se répercutent sur l'économie réelle à travers le système financier. Elles font varier les prix des actifs, elles affectent la prise de risque et elles agissent sur les flux de crédit. Il semble donc que la politique monétaire ait la capacité d'influencer la stabilité financière pour le meilleur ou pour le pire. Si la Banque centrale assouplit sa politique monétaire, elle stimule l'économie, surtout en incitant les ménages et les entreprises à emprunter davantage et en faisant monter les prix de nombreuses catégories d'actifs financiers. Ces emprunts additionnels, ainsi que la richesse accrue liée à la hausse des prix des actifs, alimentent les dépenses du secteur privé. Cela génère des revenus pour d'autres ménages et crée des débouchés pour les entreprises. Mais du même coup, cet endettement supplémentaire et l'appréciation des actifs peuvent faire naître des vulnérabilités dans le système financier. Depuis la crise, les vulnérabilités les plus préoccupantes au Canada se sont situées dans le secteur des ménages, surtout la combinaison de l'endettement croissant et des prix élevés des maisons. Une gamme de vulnérabilités dans plus d'un secteur a cependant joué un rôle important dans la création des conditions préalables aux crises précédentes. Par exemple, le ralentissement du marché immobilier américain a déclenché la crise financière mondiale, en partie parce que les investisseurs avaient pris davantage de risques et que les grandes institutions financières avaient un fort levier d'endettement. Bien qu'il soit normal qu'un assouplissement de la politique monétaire entraîne une légère hausse de ces vulnérabilités, celles-ci peuvent devenir très préoccupantes si les taux d'intérêt restent bas pour longtemps. En présence de telles vulnérabilités, un événement comme un choc macroéconomique peut soumettre le système financier à des tensions ou même déclencher une crise. Puisque la politique monétaire peut contribuer aux vulnérabilités, on pourrait penser qu'elle peut aussi les limiter. Mais il faut tenir compte du mandat de la Banque centrale. Depuis un quart de siècle, la Banque du Canada est chargée de mener la politique monétaire de façon à maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Cet objectif a pris la forme concrète d'une cible d'inflation de 2%. C'est là notre mission première et celle-ci oriente nos décisions sur l'établissement du taux directeur. En définitive, l'impossibilité de maintenir la stabilité financière
nuirait à notre capacité d'atteindre les cibles d'inflation. Mais il est généralement admis que nous devrions viser à ramener l'inflation à la cible dans un délai d'environ 2 ans. Dans notre régime, l'évolution du système financier fait toujours partir des discussions sur les mesures monétaires à adopter en raison de son importance pour l'économie réelle et surtout de la transmission de la politique monétaire. Notre régime de ciblage de l'inflation, cependant, nous offre une certaine souplesse. En effet, nous pourrions accepter de ramener l'inflation à la cible plus lentement si c'était nécessaire pour éviter des incidences néfastes sur la stabilité financière. Mais il est entendu que cette souplesse ne serait utilisée que rarement, voire jamais. Il ne faut pas en conclure pour autant que notre cadre d'action ne pourrait jamais changer. Le régime de ciblage de l'inflation a été instauré au Canada en 1991 en vertu d'une entente conclue avec le gouvernement fédéral. Nous renouvelons cette entente tous les 5 ans. Nous nous préparons d'ailleurs en vue du prochain renouvellement qui aura lieu plus tard cette année. Ce processus nous donne l'occasion de réexaminer notre mandat et d'envisager d'autres façons de faire. À cet égard, la stabilité financière et son lien avec la politique monétaire figurent au premier plan de notre programme de recherche. I'll just summarize this the last part in English. Since monetary policy can contribute to financial vulnerabilities, it could also be argued that it can be adjusted to limit them. But whether and how to do that can't be considered in isolation from the central bank's mandate. For the past quarter century, the Bank of Canada has had responsibility to use monetary policy to achieve low, stable, and predictable inflation, a goal cemented in our 2% inflation target. But that is not to say that our framework is immutable. Inflation targeting was established in Canada under an agreement between the Governor of the Bank of Canada and the Minister of Finance, which we renew every 5 years. We are currently working towards the next renewal, which is to take place later this year. This process gives us the opportunity to re-examine our mandate and to consider other ways of doing things. Financial stability and its relationship to monetary policy figures prominently in our research agenda. J'aimerais maintenant expliquer comment notre réflexion sur les interactions entre la politique monétaire et la stabilité financière a évolué. Je vais ensuite vous parler de quelques travaux de recherche intéressants menés par notre personnel. Enfin, je vais aborder certaines questions qu'il reste encore à résoudre. Rappelons d'abord que les banques centrales ont toujours joué un rôle dans le maintien de la stabilité du système financier. Certains de nos outils servent à gérer les crises et d'autres à les prévenir. Quand le système financier est sous tension, la Banque centrale peut calmer les marchés financiers par des opérations d'open market ou agir comme prêteur du dernier ressort auprès des institutions financières pour prévenir une ruée sur les banques. Ces outils ont été utilisés par de nombreuses banques centrales durant la crise financière mondiale. Certaines des activités de la banque liées au système financier visent aussi en partie à le rendre moins sujet aux crises. Citons par exemple la surveillance des principales infrastructures des marchés financiers. Cette surveillance vise à renforcer leur gestion des risques pour assurer le bon fonctionnement des marchés en période de tension. Plus globalement, les banques centrales sont bien placées pour analyser les vulnérabilités systémiques et la façon dont celles-ci pourraient se manifester.
C'est dans cette optique qu'en 2002, la Banque a commencé à publier 2 fois par année son revue du système financier afin de mettre en lumière les principaux risques pesant sur le système financier canadien. Mais la Banque est seulement un des organismes dont les politiques influencent la stabilité financière. D'autres contrôlent un grand nombre des outils pertinents, par exemple les exigences de fonds propres des banques. C'est dans ce contexte que nous examinons le rôle que peut jouer la politique monétaire pour soutenir la stabilité financière. Si le maintien des conditions financières stables a déjà été considéré comme relevant de la politique monétaire, ce n'est plus le cas depuis la période de forte inflation dans les années 70 et 80. Cette expérience et d'importants travail de recherche sur la politique monétaire ont convaincu les économistes en général que le maintien de la stabilité des prix était la meilleure, voire la seule contribution que la politique monétaire peut faire à la prospérité. Le régime de ciblage de l'inflation que nous avons aujourd'hui découle de cette expérience. Quand même, la question de savoir si les banques centrales peuvent se servir de la politique monétaire pour favoriser la stabilité du système financier, et en plus de la stabilité des prix, revient régulièrement. On a souvent envisagé d'utiliser la politique monétaire pour prévenir ou dégonfler des bulles financières ou des bulles spéculatives, mais réparer de tels déséquilibres financiers n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et on pensait qu'employer la politique monétaire de cette façon pourrait nous distraire de la cible d'inflation. De plus, durant la grande modération, ces déséquilibres n'étaient pas perçus comme un obstacle sérieux à la stabilisation de l'économie et à la ciblage de l'inflation. On voyait un choix, prévenir ou guérir. Prévenir, c'est-à-dire contrer les déséquilibres financiers émergents en maintenant des taux d'intérêt plus élevés. Guérir, c'est-à-dire réparer les dégâts d'une crise en adaptant des mesures de relance. Les banques centrales, à l'époque, pensaient en général qu'il vaudrait mieux guérir. La crise mondiale a fait voler ce consensus en éclats. Contrairement aux autres épisodes modernes, la crise a débuté dans les systèmes financiers les plus évolués du monde et provoqué des ravages économiques de grande ampleur. Depuis ce violent rappel à l'ordre, les économistes réexaminent le rôle que joue peut-être la politique monétaire dans la création des conditions préalables à une crise. Alors, la politique monétaire peut-elle cibler l'inflation tout en favorisant la stabilité financière? C'est une question à 2 volets. D'abord, considérons une situation de la politique où la politique monétaire est le seul outil à notre disposition. Nous verrons ensuite comment la politique monétaire pourrait compléter d'autres politiques qui agissent plus directement sur le système financier. Notons d'abord que le ciblage de l'inflation et la stabilité financière vont souvent dans le même sens. Par exemple, s'il y a des pressions inflationnistes et aussi les vulnérabilités financières qui s'accumulent, tant notre cible d'inflation que la stabilité financière nous poussent à resserrer la politique monétaire. Avec le recul, il semble que c'était le cas dans de nombreux pays durant la période qui a précédé la crise financière mondiale. Autre exemple, l'économie se trouve en récession ou sous son potentiel et le système financier traverse une période de désendettement et de prix à bas des actifs. Il faut alors assouplir la politique monétaire, que ce soit pour maîtriser l'inflation ou assurer la stabilité financière. On peut penser ici aux États-Unis,
au lendemain de la crise. Les conditions monétaires expansionnistes ont permis d'amortir les effets de la crise sur l'économie et contribué au rétablissement du système financier. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Il existe d'autres situations, cependant, où des tensions pourraient surgir. Considérons par exemple un cas où l'économie a subi un choc de demande étrangère très persistant, comme une récession chez un important partenaire commercial, tandis que le système financier continue de fonctionner bien. Le ciblage de l'inflation exige alors une détente monétaire pour soutenir l'économie et ramener l'inflation à la cible. Mais cet assouplissement aurait des effets disproportionnés sur les secteurs très sensibles au taux d'intérêt, comme le logement, ce qui favoriserait l'accumulation des vulnérabilités financières. C'est en grande partie le cas du Canada depuis 7 ans. Compte tenu de la situation au Canada, nos recherches ont porté sur le scénario de faible demande et d'endettement élevé dont je viens de parler. Les études empiriques montrent qu'une accumulation de la dette des ménages rend une crise financière plus probable. C'est pourquoi nous voulions comprendre les coûts et les avantages associés à l'utilisation de la politique monétaire pour contrer de tels déséquilibres. Du côté des avantages, nos chercheurs ont estimé qu'une hausse du taux directeur d'un point de pourcentage durant 1 an réduirait la dette réelle des ménages de 2% sur une période de 5 ans. Toutes choses étant égales, une telle diminution de la dette des ménages réduit la vulnérabilité du système financier, mais selon leur estimé, la différence serait probablement minime. Du côté des coûts, les modèles attendent des effets beaucoup plus significatifs, un recul de la production qui pourrait atteindre 1% et une baisse de l'inflation d'une demi-point de pourcentage. Ce constat dépend bien sûr de la méthode utilisée, mais on obtient des résultats similaires avec tous les modèles standards et pour une gamme de pays. Ces résultats donnent à penser que même si, en principe, la politique monétaire peut réduire les vulnérabilités, en pratique, les coûts pourraient être trop élevés. Selon cette analyse, les taux d'intérêt influencent l'ensemble de l'économie et ils ont donc une action trop diffuse pour corriger un déséquilibre limité au secteur des ménages. Pour lutter contre un tel déséquilibre, il faudrait avoir un outil mieux ciblé. J'aimerais ici m'attarder sur un aspect fondamental de cette analyse, à savoir que la politique monétaire n'a d'incidence sur la stabilité financière que par ses répercussions sur la dette des ménages, même si elle influence de grandes parties de l'économie réelle. Nous devons aussi envisager le cas où l'influence de la politique monétaire sur la stabilité financière n'est pas limitée à un seul secteur, comme on vient de l'avoir, mais s'étend plus largement à diverses composantes du système financier. Dans ce cas-là, la capacité de la politique monétaire de s'engouffrer dans toutes les brèches du système financier lui donnerait une influence plus profonde sur la stabilité financière. Il faudrait aussi prendre en compte les deux facettes des risques pesant sur la stabilité financière, la vulnérabilité sous-jacente et l'événement déclencheur qui pourrait provoquer la réalisation d'un risque. Ces deux éléments font partie de la gestion des risques que nous appliquons pour mener la politique monétaire. Avec le temps, une politique monétaire expansionniste peut causer une accumulation
des vulnérabilités. Nous avions ce souci en tête à la fin de 2013, alors que l'inflation restait sous la cible et que nous étions préoccupés par les risques à la baisse entourant l'inflation. Mais nous avons décidé cette fois de ne pas assouplir davantage notre politique monétaire pour éviter d'exacerber l'endettement croissant des ménages et les prix élevés des logements. Par contre, ne pas assouplir les conditions monétaires quand l'économie ralentit peut accentuer la contraction de l'activité et causer une crise. Ce scénario constituait l'un des axes de notre réflexion au début de l'année dernière. L'économie canadienne était alors durement touchée par l'effondrement des prix du pétrole et nous avons décidé d'abaisser notre taux directeur. Nous savions que cette décision pourrait aggraver les vulnérabilités liées à l'endettement des ménages, mais nous savions aussi qu'elle servirait à contrer le risque que la croissance ne s'essouffle et à réduire la probabilité que le choc des prix des pétroles ne déclenche des risques pour le système financier. Over time, stimulative monetary policy may cause vulnerabilities to build up. That was part of our thinking in late 2013. Even as inflation was running persistently below our target, we decided against easing policy further to avoid exacerbating imbalances. By the same token, failing to ease monetary policy in a downturn could worsen the contraction and cause a crisis. That was part of our thinking at the beginning of last year, when Canada's economy was hit by the collapse in oil prices and we cut our policy rate. Although we knew that lowering the policy rate could worsen vulnerabilities related to household debt, we also knew that it would lessen the probability that the oil price shock would trigger financial stability risks. Comme cette analyse le montre, l'adaptation de la politique monétaire aux objectifs de stabilité financière est bien compliquée. Heureusement, la politique monétaire n'est pas le seul outil auquel les autorités peuvent recourir. On compte aussi les instruments macroprudentiels, c'est-à-dire les mesures réglementaires qui peuvent renforcer la solidité du système financier dans son ensemble. Les outils macroprudentiels peuvent être utilisés à deux fins. La première, rendre le système financier plus résilient. Par exemple, les autorités de réglementation peuvent fixer en tout temps un plafond au ratio prêt à valeur pour les prêts hypothécaires, afin que toute correction des prix des logements ait moins de chances de créer les tensions dans le système financier. Les autorités pourraient aussi, en principe, ajuster les outils macroprudentiels pour modérer les cycles financiers. Autrement dit, elles pourraient durcir ces mesures quand le levier d'endettement et la prise de risque augmentent et les assouplir quand le cycle s'inverse. Les autorités peuvent ainsi abaisser les ratios prêts à valeur quand les vulnérabilités augmentent dans le secteur des ménages. Les changements apportés depuis 8 ans aux règles de financement hypothécaire au Canada intègrent une combinaison de ces éléments. Quand le gouvernement a resserré les exigences de mise de fonds et durci d'autres règles, il l'a fait en partie pour diminuer l'exposition à long terme des contribuables au secteur du logement. Mais c'était aussi pour limiter l'accumulation observée des vulnérabilités du système financier associées à l'endettement croissant des ménages et à l'hausse des prix de logement. Si on pouvait compter sur l'efficacité des politiques macroprudentielles, cela voudrait-il dire que la banque pourrait simplement se concentrer sur la cible d'inflation et laisser la stabilité financière aux politiques macroprudentielles? Peut-être, mais pas nécessairement. Alors, encore plus compliqué. L'interaction de la politique monétaire et des politiques macroprudentielles pourrait entraîner des répercussions importantes. Par exemple, il est probable qu'en resserrant les exigences,
liées à l'assurance hypothécaire, le gouvernement réduit la demande de logement, ce qui peut freiner la croissance et l'inflation. Par contre, si le bas niveau persistant des taux d'intérêt incite les gens à s'endetter à davantage, les préoccupations entourant la stabilité financière augmentent. C'est pourquoi nous devons mieux comprendre les interactions entourant la stabilité, entre la politique monétaire et la politique macroprudentielle. Même si les répercussions sont importantes, l'atteinte des deux objectifs pourrait passer par une définition claire du mandat confié aux politiques, la maîtrise de l'inflation pour la politique monétaire et la stabilité financière pour la politique macroprudentielle. Chaque politique pourrait être mise en œuvre indépendamment de l'autre en mettant l'accent sur son propre objectif. La combinaison des politiques qui en résulterait, un équilibre de Nash, permettrait d'atteindre la cible d'inflation tout en fournissant un degré acceptable de stabilité financière. Sous certaines conditions, il ne serait théoriquement pas nécessaire pour les autorités responsables de coordonner explicitement leur action. Les autorités n'auraient qu'à se transmettre les informations permettant de tenir compte des répercussions de l'autre politique sur leurs objectifs. Cela pourrait impliquer que la Banque centrale donne à la politique monétaire une orientation encore plus expansionniste afin de contrebalancer les effets macroéconomiques des politiques macroprudentielles. De même, les mesures imposées par l'autorité de contrôle macroprudentiel pourraient devoir être plus strictes afin de contrer le recours aux leviers d'endettement et la prise de risque engendrée par la politique par la détente monétaire. Ainsi, le niveau d'endettement des ménages pourrait augmenter sans trop affecter leur solvabilité. C'est justement ce qu'on a observé au Canada ces dernières années. Selon cette logique, il serait très important de disposer d'un organisme du secteur public investi du pouvoir et de la responsabilité première de se servir des instruments macroprudentiels pour favoriser la stabilité. L'organisme approprié pourrait être non nécessairement une seule agence, mais un comité, comme au Canada, au sein duquel les outils potentiellement pertinents sont repartis entre plusieurs institutions du secteur public. Toutefois, même si on disposait d'un environnement institutionnel idéal, il pourrait y avoir des limites à une conduite indépendante de la politique monétaire et de la politique macroprudentielle. Poussées à l'extrême, des mesures réglementaires visant à contenir le risque pourraient fausser l'allocation des ressources à leurs fins les plus productives. Par exemple, les institutions financières pourraient diminuer les crédits accordés à des entreprises innovantes à plus grand risque. Il est possible aussi que, pour éviter cela, les autorités de réglementation choisissent de ne pas donner à leur politique toute l'impulsion qu'il faudrait pour préserver la stabilité financière. La Banque centrale pourrait alors ne pas suffisamment assouplir la politique monétaire pour stimuler l'économie. Par conséquent, en contexte de faiblesse persistante de la demande globale, compter principalement sur la politique monétaire pour stimuler l'activité peut mener à des vulnérabilités financières que la politique macroprudentielle ne peut pas ou ne devrait pas contrer. La politique budgétaire pourrait alors être appelée à donner un élan à l'économie, surtout qu'elle est sans doute plus efficace quand les taux d'intérêt sont bas. Bien sûr, le recours à la politique budgétaire a aussi ses limites, puisqu'un alourdissement excessif de la dette publique peut créer ses propres problèmes. C'est ce qu'on a observé au Canada dans les années 90, par exemple. Mais ces coûts doivent être mis en balance avec les craintes qu'une période prolongée de détente monétaire cause une accumulation excessive des vulnérabilités
dans le secteur privé. Ce sont là des questions pertinentes pour le débat renouvelé sur la politique budgétaire qui est maintenant au cours au Canada. When economic growth is weak, relying primarily on monetary policy to provide stimulus may lead to financial vulnerabilities that regulatory measures cannot fully offset. Fiscal policy may then be called upon to provide the needed stimulus. Of course, fiscal policy also has its limits, since excessive public debt creates its own problem, both for the economy and for the financial system. But these costs need to be set against concerns that prolonged monetary policy stimulus may result in an excessive buildup of private sector vulnerabilities. These issues are relevant to the renewed discussion of fiscal policy that is now taking place in Canada. Permettez-moi de conclure. Dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale, nous avons réalisé d'importants travaux d'analyse afin de mieux comprendre le lien entre la politique monétaire et la stabilité financière. C'est une question essentielle en cette année de renouvellement de l'entente avec le gouvernement concernant la maîtrise de l'inflation. Nous allons devoir poursuivre l'examen de ces enjeux. La recherche sur les liens entre la politique monétaire et la stabilité financière est d'ailleurs l'un des volets importants du plan à moyen terme de la Banque du Canada pour 2016 à 2018. Mais une chose est claire, la politique monétaire ne peut pas assumer la responsabilité première du maintien de la stabilité financière. Il faut aussi des outils prudentiels pour bâtir un système financier résilient et pour remédier aux vulnérabilités croissantes. Monetary policy alone cannot be responsible for maintaining financial stability. Other tools are required. As we wait for research and experience to give us better answers on the best way to ensure financial stability, we have to rely on an element of judgment. Weighing financial stability considerations, including the implications of our own actions, is central to our risk management approach to monetary policy. Des questions demeurent cependant quant aux effets de la politique monétaire sur la stabilité financière et la façon de les contrer. Certaines de ces questions ont trait à l'ampleur des efforts de la Banque centrale doit déployer pour ramener l'inflation durablement à la cible, alors que les effets d'autres forces économiques qui sont à l'œuvre. Quand l'économie est touchée par un choc défavorable, à la fois persistant et de grande ampleur, devrait-on accepter des risques à la baisse plus grands concernant l'inflation pour éviter d'aggraver des déséquilibres financiers? Ou encore, étant donné de tels déséquilibres, devrait-on durcir la politique monétaire moins énergiquement pendant que l'économie retourne à son plein potentiel afin de ne pas déclencher des risques pour le système financier? Il est peu probable, dans un avenir prévisible, que nous nous entendions sur un procédé pour régler ces questions. Nous devons donc en remettre à notre jugement. Cette part de jugement dans l'évaluation des considérations de stabilité financière, y compris dans l'évaluation des conséquences de nos propres actions, est au centre de la gestion des risques que nous appliquons à la conduite de la politique monétaire. Merci. Merci, M. Lang. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous disposons d'à peu près une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, pour donner la chance au maximum de participants de poser des questions, peut-être vous limiter à une question par personne, une courte question. Les participants qui souhaitent prendre la parole devront lever la main ou peut-être se présenter au micro, ou en tout cas s'assurer de poser leur question au micro pour qu'elle soit bien entendue dans l'auditoire. Évidemment, c'est les questions qui
traitent là, de la politique monétaire là, qui seront abordées, c'est naturel. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, bien, oui, peut-être vous présenter au micro, si vous voulez. Bonjour. Hi. My name is Chester. I'm a BBA student here. Just want to know your opinion about the negative interest rate policies and what are their real risks in the economy, and because we know theoretically the rationale behind it and to fight against deflation, but we've seen the precedents from the ECB and for the Switzerland too. They have and we've also see evidence that that they actually reduce interbank loans. And what are your opinion about the effectiveness of negative interest rate policies? Just your own opinion. Oui, certainement des taux négatifs d'intérêt sont parmi les instruments qui sont disponibles à la Banque centrale si nécessaire. Mais je voudrais souligner que nous considérons maintenant que ce n'est pas nécessaire d'adopter des taux d'intérêt négatifs. Ce sont disponibles, ce sont des outils qui sont une partie d'un plan de contingence. Alors, ce sont des instruments qu'on pourrait employer dans l'événement où il y avait des chocs importants négatifs. Nous avons fait une analyse semblable en 2009, quand le taux directeur était à 1/4 de point de pourcentage, qui à cette époque était considéré comme le niveau minime du taux d'intérêt. Et à cette époque, nous avons considéré qu'est-ce que nous ferions si il serait nécessaire d'avoir davantage d'assouplissement monétaire. Dans ce cas, il y avait quelques instruments, l'assouplissement quantitatif, des mesures spécifiques à la crédit qui étaient disponibles. Mais maintenant, après 7 ans de l'expérience internationale avec toute une gamme de mesures, nous avons appris quelque chose et nous avons réétabli un cadre de politique que nous pourrions employer si nécessaire. Mais encore souligner que toutes ces mesures ont des effets possibles sur le système financier, mais si l'économie était frappée par un choc négatif, ce serait souhaitable d'avoir quelques moyens de répondre à ces chocs et de contrer les effets négatifs sur l'économie. Merci. Oui, si. Oui, bonjour, Daniel Lamarche, je suis au DSS en gestion. Alors, ma question, c'est peut-être que vous pouvez commenter un peu la situation en Chine pour le rachat. Ils utilisent la monnaie américaine pour acheter des yuan pour stabiliser la monnaie chinoise, et parce que les montants sont assez importants, ça aurait peut-être un effet sur la politique monétaire, peut-être aux États-Unis, mais aussi ici. Puis en général, juste la situation économique en Chine. Est-ce que vous prévoyez que ça va rentrer dans vos analyses futures? Merci. Oui, merci. Oui, certainement, la situation en Chine, c'est très important pour le Canada, et surtout parce que c'est une des grandes économies, deuxième grandeur dans l'économie mondiale, mais aussi a des effets sur le reste de l'économie mondiale et aussi surtout sur les prix des matières premières. Les pays émergents étaient comme le moteur pour les marchés des produits de base pendant plusieurs années, et maintenant les indices qu'il y a un ralentissement de l'économie chinoise est un des facteurs parmi d'autres qui influent sur les prix des matières premières. Mais pour comme point de départ, il y a
pour discuter de la Chine, il y a une transition importante économique dans l'économie chinoise. Il y a maintenant un modèle de croissance en Chine qui dépend beaucoup de l'investissement et on a une situation où on dépend de plus en plus d'investissement pour pousser de moins en moins de croissance et ce n'est pas un modèle soutenable. Alors, maintenant, les autorités chinoises cherchent à rééquilibrer l'économie vers la demande des ménages, mais c'est un processus qui est, même si souhaitable, c'est un processus assez compliqué et qui a des effets sur l'économie et sur le système financier. Alors on a vu un ralentissement, mais pas un ralentissement extrême. D'après nous, la croissance économique en Chine, qui est maintenant à près de 7%, devrait ralentir à peu près à 6,3% pendant les 2 années à venir. Alors, ce n'est pas comme une hard landing, c'est plutôt une décélération, mais avec des causes structurelles. Mais l'incertitude autour de cette situation aussi a des effets importants sur les marchés financiers mondiaux. Et on voit qu'il y a des doutes sur le rythme de croissance de l'économie mondiale, qui est un des facteurs qui est reflété dans la volatilité des marchés récemment. Bonjour, Ludovic Béa. Est-ce que vous voyez des possibilités de changement dans l'économie canadienne depuis les baisses de restrictions contre l'économie iranienne dans le futur proche et moyen et long terme? Merci. Oui, et certainement. D'abord, l'effet est surtout sur le marché du pétrole est un des facteurs les facteurs qui créent des risques à la baisse pour le prix du pétrole. Certainement, au fil du temps, il y aurait aussi des opportunités pour les entreprises canadiennes, mais ce sont des effets qui viennent probablement plus à long terme. Alors, c'est surtout une influence sur les matières premières et en général, c'est une situation dans les marchés où il y a des risques importants dans cette rééquilibration du marché du pétrole et une augmentation de l'offre où il y a déjà de l'offre excédentaire a des effets négatifs sur le prix. Maxime Rose, justement en parlant des matières premières et du prix du pétrole, à quel point vous pensez si les prix actuels étaient pour perdurer de moyen à long terme, la politique monétaire serait en mesure de contrer les effets négatifs sur l'économie canadienne des bas prix des commodités? Seulement pour clarifier, c'est l'effet de la politique monétaire pour contrer les effets négatifs du prix du pétrole? Oui. Oui, les effets de la politique monétaire n'agissent pas directement contre les effets du prix du pétrole, mais par l'ensemble de l'économie, on a une économie à 2 vitesses et à peu près un cinquième de l'économie qui 20% de l'économie qui a une chute à cause de la chute du prix du pétrole et d'autres matières premières, mais l'autre 80% de l'économie a des forces positives, y compris l'effet de la croissance qui gagne en vigueur aux États-Unis, l'effet du niveau plus bas de l'UR et aussi l'effet de l'assouplissement de la politique monétaire qui a des effets sur les conditions de financement pour les ménages et aussi pour les entreprises. Alors, c'est plutôt pour l'effet de l'économie dans ce contexte, c'est plutôt d'encourager l'ajustement pour appuyer le 80% qui a le potentiel de croître et alors pour compenser l'effet négatif qui sont plutôt inévitable de cette chute du prix du pétrole sur l'industrie pétrolière.
Merci d'être venu. J'ai juste une question. Comment est-ce que vous collaborez avec le bureau du surintendant financier sur la stabilité financière? Collaborer avec les... Avec ASFI. Oui, il y a une comité, une structure de comité qui est parmi les autorités qui ont des responsabilités sur ce sujet. Alors, il y a des comités pour discuter les politiques, pour partager les points de vue sur les risques entourant le système financier et aussi pour discuter les réponses de politique. Alors, ce n'est pas une collaboration dans le sens de faire un accord sur les politiques, mais plutôt un élément de partager les points de vue et de s'assurer que les politiques se complètent. Bonjour, j'ai Alonel du BA. Ma question est la suivante. Après la hausse récente des taux d'intérêt par la Fed aux États-Unis, est-ce que vous pensez, dans la perspective à moyen terme, est-ce que vous pensez maintenir les taux d'intérêt au Canada au même niveau à moyen terme? Certainement. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis a des effets importants sur le Canada, mais à travers de deux voies. Une voie, c'est que le resserrement des conditions financières aux États-Unis a des effets sur les taux d'intérêt déterminés dans les marchés financiers et surtout les taux d'intérêt à plus long terme. Alors même si la Banque du Canada ne fait rien, le resserrement de politique monétaire aux États-Unis a l'effet d'un resserrement de conditions financières au Canada. Mais par contre, il y a aussi des effets sur le taux de change. Alors, si nous ne faisons rien, l'effet et toute autre chose égaux, l'effet d'un resserrement de politique monétaire aux États-Unis a l'effet de réduire le niveau de l'EUR. Alors, dans ce contexte, nous devons rendre compte de la politique monétaire aux États-Unis en formant nos perspectives sur l'économie canadienne. Et c'est une partie, cela crée le contexte dans lequel nous décidons sur la politique monétaire. Mais il n'y a aucun devoir à la part de la Banque du Canada de suivre la Réserve fédérale. C'est plutôt parce que nous avons une politique monétaire indépendante et c'est le taux flexible, taux de change flexible qui nous donne le marge de manœuvre pour maintenir une politique monétaire indépendante. Il y a quelques autres pays qui ont décidé de suivre le Fed, par exemple la Colombie en Amérique du Sud. Mais ça, c'est pour une autre raison, c'est qu'ils sont préoccupés qu'une dépréciation de leur monnaie aurait l'effet de déancrer les attentes de l'inflation. Mais pour nous, nous considérons l'effet d'un taux de change comme un facteur qui aide l'ajustement de l'économie à des chocs dans diverses directions. Alors, pour nous, il n'y a pas le besoin de suivre le Fed. Nous faisons une politique pour le Canada. Peut-être une dernière très courte question? Oui? Non, enfin, non, ça s'en vient, là. Il faut être patient. C'est un professeur, donc il pense que tout le monde. Nicolas Vincent du département d'économie appliquée. Dans votre discours, il est assez clair que ce qui ressort de ça, c'est que les questions de stabilité financière amènent beaucoup d'incertitudes par rapport à la politique monétaire optimale à adopter.
En même temps, dans un contexte où les marchés financiers sont particulièrement volatiles ces temps-ci, un élément qui revient souvent parmi les discussions, c'est que les marchés, en fait, font face à beaucoup d'incertitudes par rapport aux actions des banques centrales. Est-ce que vous avez cette crainte d'une espèce de création d'un cercle vicieux d'incertitude qui pourrait donc compliquer votre travail et la stabilité financière de manière générale? Oui, c'est une chose très importante pour nous de communiquer clairement qu'est-ce que nous pensons, comment nous voyons le monde et qu'est-ce que nous, quelle est la logique de nos actions. Mais peut-être une chose, c'est que ça ne veut pas dire que nous devrions rendre la politique monétaire prévisible, parce que pour nous, c'est toujours important de réagir à ce qui se passe dans le monde réel. Alors, s'il y a de l'incertitude autour des développements macroéconomiques, la politique monétaire devrait être flexible et réagir à les événements macroéconomiques. Et ce qu'on a vu pendant plusieurs années, c'est que avec la politique monétaire dans plusieurs pays qui maintiennent les taux d'intérêt près de zéro, il n'y a aucune incertitude autour de la politique monétaire, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde. Alors, c'est une sorte de... en effet, ça introduit une volatilité qui est supprimée, qui est artificiellement bas. Et c'est une situation qui a des effets insouhaitables sur la prise de risque par le secteur financier. Alors, pour nous, c'est important d'être clair, mais pas nécessairement être toujours prévisible. Merci. Je pense qu'on va arrêter les questions. L'événement n'est pas tout à fait terminé parce que je vais demander, afin de conserver un souvenir de votre...